Eh bien, il est 4h15, il est l'heure de commencer cette rencontre. Bonjour. C'est la première fois que j'ai un micro avec une grosse mousse comme ça fait bizarre. Bienvenue donc pour cette rencontre intitulée Réseaux sociaux et dystopie. Je crois que j'ai fait un résumé, mais l'idée est là. On va passer un petit moment avec Benjamin Fogel et Audrey Glohagen autour de leur roman, de la dystopie, de l'utopie et des réseaux sociaux qui occupent pas mal de place dans notre vie. En tout cas, nous, vous, je ne sais pas. On pourra vous interroger là-dessus aussi. Pour vous présenter brièvement les livres, parce que j'aime pas trop résumer, c'est aussi le plaisir du lecteur de découvrir lui-même les histoires. Audrey Glohagen est là pour un premier roman qui s'appelle Sémia, paru à la Série Noire, dans lequel on découvre une personnage de journaliste qui est dotée d'ailleurs de certaines caractéristiques particulières que je vous laisserai découvrir. Elle s'appelle Manhattan. Et elle va affronter une intelligence artificielle, on va dire. Voilà, je fais un résumé, mais on va y revenir en discutant avec vous deux. Benjamin Fogel est là pour deux livres. Un premier qui s'appelle toujours La transparence selon Irina, dans lequel on découvrait qui est cette Irina et son amie Camille, et cette société légèrement futuriste dans laquelle elles évoluent, qui a été suivie dans l'ordre de parution, mais on parlera aussi de l'ordre de ces histoires par Le silence selon Manon. Et donc je voudrais qu'on commence en évoquant ces histoires d'utopie et de dystopie, puisque l'un et l'autre, votre position de départ dans les mondes que vous avez créés ne sont pas les mêmes. Donc je voudrais savoir lequel s'est chargé de l'utopie, lequel s'est chargé de la dystopie, parce que vous n'avez peut-être pas lu les livres. Qui a lu les livres? Deux. Donc on est dans une découverte totale. Ok, vous avez atteint un. Bon. Donc, lequel d'entre vous s'est chargé de l'utopie, de la dystopie? Et qu'est-ce que ça... Est-ce que vous arriveriez à faire votre définition, une définition? Est-ce que ça représente pour vous, justement, ces deux points de vue-là? Qui commence? Euh, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup ces derniers temps de dystopie, avec l'idée d'un monde qui est en plein délitement et de sociétés qui risquent d'être un peu catastrophiques dans l'avenir, et c'est un thème récurrent chez les auteurs. On parle aussi de plus en plus d'utopie parce que il faut bien que nous, écrivains, on essaye d'inventer des futurs possibles. C'est souvent un peu une blague qu'on se fait entre écrivains de SF, mais qui est de dire que si on écrit des romans dans le futur, ça part déjà en général du postulat que la planète Terre existe toujours et qu'on a surmonté les crises écologiques. Donc il y a toujours un peu un côté utopiste quand on parle dans le futur aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien, c'est souvent dire que maintenant on fait un peu de la prospectotopie, qui est, où en fait, peu importe de se dire est-ce que le monde va être atroce plus tard ou est-ce qu'il va être mieux, c'est plutôt de réfléchir à comment il va évoluer ou pourrait évoluer. Et souvent, quand on fait ça, on s'aperçoit qu'il va y avoir des choses qui vont se dégrader, mais d'autres choses qui vont s'améliorer. Donc on est un peu, je dirais, plus dans des changements de paradigme que dans quelque chose qui va vraiment soit vers la catastrophe, soit vers l'amélioration. Et je trouve que c'est ce qui est un peu intéressant, quoi. C'est-à-dire, c'est de trouver quels seront les nouveaux équilibres. Et on peut imaginer, par exemple, une société effectivement où on a surmonté la crise écologique, mais où à côté de ça, on va être dans le totalitarisme. Donc on est à la fois dans l'utopie sur une partie et dans la dystopie sur l'autre. Alors, je crois que le livre s'inscrit plutôt dans la dystopie, même si en fait, je me suis pas du tout posé cette question-là quand je l'ai écrit. Voilà, je me suis pas dit ça. Je pense qu'en fait, donc la dystopie, c'est une utopie qui tourne mal. Moi, c'est quelque chose que j'aime voir au cinéma, dans les séries. Je sais pas si vous avez vu La Servante écarlate, par exemple. Donc où c'est l'histoire, voilà, il y a un énorme problème de fertilité, les femmes ne sont plus fertiles, et donc une société décide de capter les dernières femmes fertiles pour en faire des servantes. Et donc il y a des viols, voilà. Donc cette série est tirée d'un livre magnifique de Margaret Atwood. Donc voilà, il y a plein d'exemples d'utopie qui tournent mal. On va dire qu'il y a même c'est même politique. Il y a des régimes politiques qui partent d'une grande utopie et où ça finit pas bien.
Donc en tout cas, moi, ça m'intéresse, pas forcément en se disant c'est ce qui va arriver, mais sans doute c'est une manière de mettre à distance en fait cette peur, de la raconter. Voilà, qu'est-ce que ça pourrait être. Dans Semia, je ne l'ai pas vu comme une dystopie, même si aujourd'hui on ne sait pas. Donc ça parle en effet d'un réseau social qui va mal tourner. Je me suis évidemment renseignée. Quand j'ai fait toutes ces recherches, j'ai vu que des gens travaillaient sur l'analyse sémantique de tout ce qu'on raconte sur les réseaux, de comment on décrit nos émotions, enfin bref, que ces petites choses-là, en fait, sont une dangereuse porte d'entrée sur notre intimité, et que beaucoup de gens travaillent à capter ces données, et s'ils travaillent là-dessus, autant vous dire que ce n'est pas pour rien. Et comme on dit, quand c'est gratuit, qui est le produit? C'est que c'est nous. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéressait d'aller explorer. Il se trouve qu'entre le moment où j'ai écrit le début de Semia et quelques années plus tard, Mark Zuckerberg a été accusé, et à raison, ils ont développé une application sur l'iOS et Android pour, en gros, demander aux adolescents, moyennant rémunération, d'installer une application pour savoir tout ce que faisaient ces adolescents. Où ils allaient, sur quoi ils allaient, qu'est-ce qu'ils écrivaient, etc. Donc voilà, c'était intéressant. Donc pour moi, la dystopie, c'est en ça qu'elle est intéressante. Ça ne va pas forcément arriver, mais c'est un moyen de se dire, ça me fait peur, je le raconte. D'autant que je corrige, je précise quelque chose, on dit dystopie, il se trouve qu'on est en 2018. Donc il y a une perspective différente avec un outil que vous avez utilisé qui est légèrement différent de ce qu'on connaît dans la technologie actuelle, mais l'époque, c'est 2018. Oui, tout à fait, dans Semia, c'est 2018. En fait, moi, j'adore vraiment le genre qui mêle... polar et anticipation. Voilà, j'adore Blade Runner de Ridley Scott, le Blade Runner de Denis Villeneuve, 2049. Voilà, tout ce qui... Enfin, cet univers-là, j'aime ça. Mais j'avais pas envie d'écrire un roman vraiment au sens d'anticipation. Je voulais vraiment l'inscrire dans le présent, parce que je pense que c'est notre présent. Alors, tout ce que je lis aujourd'hui, on sait que Google est en train de s'accaparer le vivant aujourd'hui. Enfin voilà, c'est une réalité. Donc, Semia va plus loin parce que j'invente des choses et je ne sais pas exactement ce que tous ces gens font. Mais en tout cas, je voulais l'inscrire dans le présent parce que j'ai la conviction que c'est notre présent. Benjamin, de la même manière, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu justement la technologie dans la transparence selon Irina, comment tu l'as façonné, transformé, c'est-à-dire que les repères que l'on a aujourd'hui, tu nous surprends avec parce que tu nous fais réfléchir sur une autre façon d'exister dans le virtuel. Oui, disons que dans Irina raconte un peu peut-être le coup d'après dans le futur par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec la donnée. Donc on est dans un monde en 2058 où les personnes ont l'obligation de se connecter sur Internet avec leur véritable identité. Donc l'anonymat a complètement disparu en ligne et la vie privée aussi. Les données sont exposées, partagées et on n'est pas du tout dans une dystopie. C'est-à-dire que les gens sont nés dans ce contexte. La vie privée, qui est quelque chose qui nous est très cher, ne l'est pas pour la nouvelle génération, avec cette idée que plus on partage ces données, plus on donne des outils au gouvernement pour piloter la société, pour piloter le niveau social, pour répartir les richesses, pour combattre la crise climatique. Et donc on est vraiment passé dans un monde où en fait les pays sont dirigés un peu comme des entreprises, avec des indicateurs, avec tout ça. Et l'idée c'est plus on a d'indicateurs, mieux on pilote. Donc, et à côté de ça, pour éviter le côté totalitaire, en revanche, les États autorisent les gens à être anonymes dans la réalité. C'est-à-dire qu'en revanche, dans la réalité, on n'est plus obligé d'utiliser son vrai nom. On peut s'inventer des nouvelles vies, se réinventer au quotidien, on ne donne jamais ses papiers d'identité, parce qu'on considère que tout ce qui ne produit pas de la donnée informatique n'est pas important. Et que, en fait, que les gens soient très libres dans leur vie de tous les jours, en fait, finalement, on s'en fiche, parce que de toute façon, ça ne produit pas de données.
Et alors, juste comment ce truc existe? En fait, ce truc existe, et c'est un peu dans la lignée de ce que raconte Audrey, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est déjà dans des systèmes qui tendent vers ça. C'est juste que, on va dire que les systèmes ne sont pas uniformisés. D'un côté, on a effectivement des Facebook, des Google qui captent énormément de données. On a beaucoup de pays qui font des dossiers médicaux partagés, hein, où en fait tout va être centralisé au niveau des données de santé des personnes. On a la Chine avec le crédit social, où on note les gens et où selon leurs notes ils ont plus ou moins accès à des transports, à des choses. On a l'Estonie où dès que vous naissez on vous attribue directement un numéro avec un compte auto-entrepreneur pour le jour où vous voudrez monter votre entreprise. Donc c'est-à-dire que dès la naissance en fait vous êtes déjà dans la machine avec... Donc, et en fait, si on prend juste toutes ces initiatives qui sont séparées aujourd'hui et qu'on les met tout ensemble et qu'on se dit ok, sur quel monde ça débouche, voilà, et c'est ce monde-là que j'ai essayé de raconter dans La transparence selon Irina. Il y a quelque chose qui traverse aussi vos deux... Enfin, ces 3 livres, c'est cette question des, alors ce qu'on appelle quelquefois les lanceurs d'alerte, qui est un terme qui est peut-être pas très approprié, mais en tout cas le fait que ça fait quand même un moment qu'on est tous au courant que des risques et des travers de tout ça, du diktat des machines, de la place que ça prend. C'était une question aussi qui était présente pour vous. Il y a plusieurs personnages pour qui ça revient. Le fait de dire qu'il y a un moment quand même, on prend toujours pour des illuminés les gens qui disent ça va aller mal, vous vous rendez pas compte. On transforme un petit peu ces personnes-là en déments quelque part sur tous les sujets. Il n'y a pas que la question du numérique, des réseaux sociaux, mais que le fait de prévenir, on laisse à distance peut-être aussi ces dangers-là. J'ai pas compris ta question en fait. C'est de dire que les lanceurs d'alerte, c'est normal que le lanceur d'alerte ait ce statut. Et transformé en une personne quelque part un peu dangereuse, un peu folle. Oui, mais parce que en fait, on a tous besoin d'être rassurés. Voilà, on a besoin d'être rassurés. Raconter des choses dérangeantes, on n'a souvent pas envie de les entendre. Voilà, c'est juste la nature humaine. Moi, je suis réalisatrice de documentaires par ailleurs. J'ai réalisé un film sur le parcours judiciaire des victimes d'inceste. Et par exemple, on sait que la personne qui va aider une victime à parler, il y a toujours quelqu'un, en général, qui va... Cette personne-là, systématiquement, va être vilipendée par la famille. Parce que c'est trop dur à entendre, c'est trop compliqué. Voilà, donc moi, c'est un statut qui m'intéresse particulièrement, les lanceurs d'alerte, parce que je pense que ces gens sont des lanceurs d'alerte, même sur des thèmes comme l'inceste. Et donc, les lanceurs d'alerte, que ce soit dans Wikileaks, etc., en général, on n'a pas envie. Puis c'est tellement énorme. On vit dans une espèce de vérité, là, un peu jolie, et soudain, il y a quelqu'un qui vient nous raconter un truc de dingue. Donc, c'est trop difficile. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça il y a un statut sur les lanceurs d'alerte, aussi pour les protéger derrière, parce que les entreprises qu'ils visent, en général, se chargent bien de les démonter. Ça a été le cas pour Eric Serralini sur l'affaire de Monsanto, les Monsanto Papers. Voilà, ce scientifique qui va faire son enquête dans son coin, dire que le glyphosate est en train de faire clamser les rats, etc. Et puis, il devient lanceur d'alerte. Et Monsanto derrière, alors là, ils embauchent des scientifiques pour changer la vérité scientifique. Enfin, voilà, c'est extrêmement dur ce statut de lanceur d'alerte, et c'est pour ça qu'une loi aujourd'hui les protège. Donc moi, oui, j'ai été journaliste aussi avant, et je pense que c'est le rôle du journalisme d'alerter. Donc j'aime ces personnages-là aussi dans les romans. Alors, moi, ça tombe bien parce que c'est une trilogie en fait, et je viens de finaliser le tome 3 qui sortira en 2024, et la question des lanceurs d'alerte est au cœur du livre. Le lanceur d'alerte aujourd'hui a un statut très bizarre, c'est-à-dire que dans la fiction, on est très attaché au lanceur d'alerte, c'est-à-dire la personne qui va découvrir le complot et qui va faire tomber la société après son enquête, après tout ça, quoi. Sauf qu'en fait, dans la réalité, le lanceur d'alerte, quand il dévoile le complot, entre guillemets, il provoque une vague d'indignation. On l'a vu avec Edward Snowden ou avec Julian Assange. Et en fait, cette indignation, malheureusement, débouche souvent sur rien du tout, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a une force d'inertie du système où on a l'impression que les alertes et la manière de traiter ces alertes font partie intégrante du système et que le système est capable de les absorber, de les traiter, et que du coup, en fait, peu importe l'intensité de ce qui va être dénoncé, en fait, on n'arrivera pas à faire bouger les choses suite à ça. Et en plus, on arrive avec le monde des fake news, du complotisme et tout ça, à faire que, en fait, effectivement, quand une alerte est lancée, la première réaction, c'est de se dire, est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce qu'elle est fausse ? Est-ce que c'est pas une manipulation dans la manipulation ? Et donc, du coup, on perd encore en impact à cause des fake news sur... ça baisse la portée des vraies alertes, quoi. Donc, je trouve que la position du lanceur d'alerte aujourd'hui est philosophiquement passionnante parce que elle dit beaucoup sur nos systèmes, elle est très complexe, elle est très ambiguë et elle dit aussi malheureusement beaucoup sur nos réactions en tant qu'être humain et en tant que société. Et est-ce que c'est aussi parce que effectivement ces petites choses sont tellement arrivées dans les moindres détails à capter nos vies qu'on le voit à différentes échelles je crois que c'est Audrey qui parle de la peur, notamment. J'avais noté une phrase, je ne vous dis pas quel endroit du récit elle est, mais « Fini la peur pour nos enfants, tout serait sous contrôle ». Comment se débarrasser aussi de tout ça, enfin, comment est-ce qu'il faut s'en débarrasser, est-ce qu'on pourrait, et peut-être que si on est en pénurie de matériaux finalement qu'on serait débarrassé de ces questions-là, mais comprendre aussi sur quel mécanisme psychologique et émotionnel ça repose. Ouais. Alors moi, si j'ai voulu m'intéresser aux réseaux sociaux et donc d'en faire une menace, c'est aussi parce que ça me fascine. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. J'assume ce paradoxe total. Et par exemple, quand Facebook est arrivé, parce que j'ai 48 ans, donc je suis une vieille, je vais sur Facebook. Mon fils Facebook, il ne sait pas ce que c'est, quoi. Il va sur Insta, Snapchat. J'avais ces grandes discussions avec mon mari qui donc déteste les réseaux sociaux. Il dit « mais c'est de la merde, pour aller là-dessus, on perd son temps ». Mais je lui dis « tu ne peux pas dire ça à partir du moment où l'humanité entière quasiment est sur les réseaux sociaux ». Voilà. Moi, ça m'intéresse à partir du moment où les gens sont intéressés par quelque chose et se jettent à corps perdu dedans. Ça m'intéresse. Ça veut dire que ces phénomènes de société, ça veut dire que ça nous parle. Et ça nous parle parce qu'aujourd'hui, on est dans une extrême solitude dans nos sociétés. Ce qui est paradoxal, c'est que ça nous replonge dans la solitude. Mais bizarrement, en fait, ça va éloigner ceux qui sont proches. Ce que vous devez voir souvent ou au restaurant ou des gens qui soudain sont à deux et puis ils sont dans leur téléphone portable. Ce truc complètement dingue. On partage quelque chose mais finalement on partage rien. Donc il éloigne paradoxalement ceux qui sont proches mais il rapproche aussi ceux qui sont loin. C'est-à-dire que moi j'ai recontacté des gens, je suis en contact avec des gens que j'ai pas vus depuis 20 ans à travers les réseaux sociaux. J'ai rencontré des gens grâce aux réseaux sociaux. Voilà, que j'ai revu dans la vie réelle. Donc voilà, c'est très paradoxal. Ça vient faire appel à des choses aussi, basiquement, comme l'égocentrisme. Voilà, nous sommes des monstres d'égoïsme. On s'aime. La vérité, c'est qu'on s'aime et qu'on fait des selfies et qu'on publie des choses sur notre vie, etc. Voilà, donc c'est très ambigu. Voilà. Moi, il m'est arrivé un jour d'attendre quelqu'un à un café et de photographier un verre en disant c'est super, je vais passer un bon moment. Et là, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là ? Qu'est-ce que je suis en train de photographier ce verre ? Je comble ce moment de solitude. Voilà. Pourquoi je fais ça ? Donc, à partir du moment où on est tous, enfin, beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux, je pense que c'est une question qu'il faut interroger. J'avais noté quelques phrases dans vos livres. Il y avait « Seule Lisbeth n'était rien ». Le réseau a émergé parce que nous ne supportons plus de vivre ensemble. Donc c'est totalement... Alors il y en a une qui vient, et celle-là c'est Benjamin. Effectivement, cette idée dont on n'arrête pas de parler, à la fois de collectif et d'individuel, dans lesquels on pense vivre et où c'est pas toujours le cas. Ouais, non mais en fait ce qu'il y a, c'est que les réseaux sociaux... C'est un outil, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont pas bons ou mauvais, c'est ce qu'on en fait. À la base, quand Internet est créé avec les premiers réseaux sociaux qui sont les forums, qui sont des espaces de discussion, on est dans quelque chose qui est ultra positif, quoi.
c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir partager des idées ensemble, débattre, reconstruire le monde. Et c'est le truc sur le papier, pareil, ultra chouette quand même, quoi. Enfin, c'est Justement, peut-être que tout dépend de qui a conçu l'outil. Il y a la question de qui a conçu l'outil, il y a la question de qui en fait, il y a effectivement la question de l'entreprise. On pourrait très bien imaginer, et c'est un peu ce que je dis dans Irina, hein, c'est qu'en fait les réseaux sociaux devaient être en fait un bien social qui appartient à tout le monde, qui est peut-être qui n'est pas privatisé mais qui appartient à l'État normalement, qui devrait appartenir à l'État, parce que ce sont des outils qui sont, c'est devenu une sorte de nouvelle agora, quoi, de place publique, d'échange, et le fait que tout ça se fasse sous le contrôle d'entreprises qui sont au CAC 40, ça crée des biais qu'on peut interroger. Maintenant, moi après, je suis énormément sur les réseaux. Je regarde quand on en parlait avec Audrey, mais avec ma compagne par exemple, même quand on est à côté, on se parle par message, parce qu'en fait on trouve que c'est mieux d'échanger par écrit, parce qu'en fait on a le temps quand on s'engueule par exemple, c'est au lieu de, on va chacun dans une pièce et on se parle sur WhatsApp, parce que comme ça j'ai le temps de réfléchir, à dire ah non mais attends, dis pas ça, prends du recul. Le fait des réseaux de cette communication à l'écrit, où on se dit bah ok, je vais dire un truc qui va laisser une trace, qui va rester, sur lequel je m'engage, dans l'idée, ça devrait, au lieu de nous pousser à s'énerver derrière nos ordinateurs, ça devrait plutôt nous pousser au temps de la réflexion, à dire ok, je prends 5 minutes pour me poser, pour tout ça. Enfin, moi je reste, malgré tout ce qui se passe et malgré la catastrophe des réseaux sociaux aujourd'hui, optimiste sur le fait que c'est un super outil pour nous aider à mieux communiquer. Et c'est un peu aussi la thèse du roman. Alors on va me dire que je suis pas très fort en termes sur mon côté visionnaire, parce que pour l'instant c'est pas trop ce qui arrive, mais j'ai envie de dire libre à nous de mieux nous maîtriser sur les réseaux pour en refaire une place intéressante. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça y est, on commence. On s'est dit à quel moment on va se bastonner. Ouais, c'est maintenant. Sauf qu'on va pas se bastonner devant vous, on va le faire par écrit, et vous pourrez suivre nos échanges sur WhatsApp. On avait demandé un parcours de boue ici mais ils ont pas eu le temps d'installer. Bon, non, je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où je pense que ça vient à la fois, voilà, ça nous fait plaisir, on est bien là-dessus, mais ça vient faire appel à nos mauvais instincts, et ils savent très très bien ça. Voilà, moi j'ai arrêté à un moment de scroller là frénétiquement sur Instagram le soir. Ça me rendait hystéro. Je réalisais que ça faisait 45 minutes parce que c'est sans fin, c'est fait pour être sans fin. Voilà, et ça, je ne m'en rendais pas compte au début. J'étais là et je regardais. Et puis, je me suis vue, là, vous voyez, mon mari à côté, là, en train lui aussi de scroller, parce que, moi au moins, j'assume mes paradoxes, lui pas du tout, c'est de la merde. Mais il est sur Facebook, quand même. Ouais, c'est pour le boulot, ouais, bien sûr. Et donc, moi, je scrolle, et là, on était comme de cons, hein, à scroller 45 minutes plus tard, alors qu'on aurait pu faire d'autres choses bien plus intéressantes. Mais non, après, on est fatigué. Voilà, on est fatigué, et on se couche. Et on a l'impression de rien faire. La dernière fois, c'est mon fils. Je l'ai retrouvé comme ça, complètement tremblant, là, en disant « Mais non, je peux pas, j'ai rien fait, je peux pas me coucher maintenant. » Mais je lui dis « Si, ça fait 50 minutes que tu scrolles. Ça fait 50 minutes. » Il me dit « C'est pas vrai, ça fait 5 minutes. » Et donc, il est toxico. Et je lui dis « Mais c'est pas grave, mon chéri, tu es toxicomane comme moi, et donc je vais te prendre ta dope. » Et donc, je lui enlève son téléphone portable comme une vieille conne, donc que je suis devenue, pour mon fils de 14 ans. Mais voilà, donc, je pense que, et j'en suis certaine, les entreprises qui créent tout ça sont très conscientes de tout ça. Ils nous enlèvent du temps de cerveau disponible. C'est ça, leur fonction. Et ça me pose problème. Parce que moi, j'ai besoin d'écrire des livres, j'ai besoin de faire des films, et j'ai besoin de mon temps de cerveau disponible. Et c'est une lutte au quotidien. Je lutte comme une junkie pour ne pas scroller. Je veux dire, tu sors des livres, tu fais des films, j'ai l'impression que finalement, malgré les réseaux sociaux, tout se passe bien. En fait, étonnamment, on est plutôt d'accord. Parce qu'en fait, moi, je parle du concept des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'en ont fait Facebook et Instagram est nocif et nous pousse... c'est vraiment, on est aspiré par tout ça. Mais en revanche, finalement, Instagram, Facebook, c'est qu'une version de ce que peut être un réseau social, quoi. Le concept lui-même de réseau social est pas négatif, quoi. C'est ce qu'en ont fait les entreprises aujourd'hui et la manière dont on a joué le jeu.
Mais encore une fois, on pourrait imaginer des réseaux sociaux portés par les nations qui seraient juste à des vertus productives et qui ne seraient pas là pour nourrir nos bas instincts, quoi. Amen. Oui, j'allais dire, on pourrait imaginer, on peut imaginer, on imagine, mais on n'en est quand même pas là, quoi. Moi, je fais de l'utopie, voilà. Hein, qu'est-ce que vous lui allez répondre à ça? C'est lui qui va le créer, le réseau social, c'est lui. Mais bien sûr, mais on est oui, avec mon mais frère, oui, on est en train mais de, oui, faire, je de serai concevoir sur ton des réseau. trucs. Moi, j'aimerais qu'on en vienne aussi à la façon dont vous faites de la fiction, hein, avec ces sujets-là. Et on sait que la fiction, c'est aussi ces personnages. Donc, honneur à Audrey, je pense, avec ce premier roman, qui est le fruit visiblement de plusieurs années d'écriture. Alors peut-être aussi que le scroll là-dedans a pris du temps. Mais j'aimerais qu'on parle quand même de... C'est pour ça que j'ai mis 8 ans à l'écrire, tu vois, putain. Qu'on parle de Manhattan, de cette femme. Tu peux t'en diras ce que tu veux, d'ailleurs, tu dévoiles ce que tu veux de ses caractéristiques, mais est-ce qu'elle est aussi à la base de cette histoire, ou est-ce que ça a été ton sujet? Comment les deux se sont croisés, cette femme journaliste qui voit un psy Alors, il est difficile pour moi, je ne sais pas si c'est un Alzheimer précoce ou la création, je ne sais pas comment font mes collègues. Moi, parfois, je ne sais plus comment a commencé... c'est à cause d'Instagram. C'est ça. En fait, sur Manhattan, je ne sais plus comment je suis arrivée à l'idée de cette journaliste, mais je sais qu'une des idées premières, en tout cas liées aux réseaux sociaux, c'était à la suite d'un décès d'un ami, où en fait j'ai vu que son compte restait ouvert, voilà, et que quelqu'un de la famille s'est mis à répondre sur ce compte, et ça m'a tétanisée en fait. Voilà, je me suis mis à répondre aussi dans les commentaires à ce défunt qui était là sans vraiment être là. Et là, voilà, j'ai commencé ces recherches sur ce processus, on va dire, mémoriel numérique. Encore il n'y a pas longtemps, Facebook m'a demandé qui était mon légateur testamentaire de mon compte. Là, j'ai dit mon mari, je me suis dit, oh merde, il va quand même lire tout ce que j'ai écrit comme Messenger. J'étais pas sûre. Mais voilà, tout ça m'a questionnée, et je sais que ça, c'était une des idées premières. Ensuite, Manhattan, comment elle est arrivée? Donc Manhattan, c'est une jeune femme qui est en plein divorce, qui risque de perdre la garde de son fils, qui est journaliste, et elle risque aussi de perdre son boulot parce que elle commence le roman, pas une super journaliste, voilà, elle brille pas tellement. Elle est un peu ce que moi j'ai vu dans les boîtes de production où j'ai travaillé, une sorte d'ouvrière de l'info, quoi. Il y a beaucoup d'ouvriers de l'info dans les boîtes de production. On fait du reportage au kilomètre. Elle a un peu cette jeune femme-là, et elle n'a pas d'autre choix que de sortir l'enquête, quoi. Voilà. Et donc elle va se plonger dans ce fait divers qui commence le roman, où on retrouve 3 personnes pendues dans un centre commercial, mais un suicide collectif, mais visiblement ces personnes ne se connaissent pas. Voilà, donc la police aussi se casse les dents là-dessus. Comment est-ce possible que 3 personnes se soient pendues ensemble, mais ils ne se connaissent pas? Donc voilà, elle va partir sur cette enquête, et au départ, c'est vraiment une femme au bord du gouffre. Voilà. J'aime les personnages qui sont vraiment au bord du gouffre. C'est aussi le principe de la dystopie, hein. On est au bord du gouffre d'un monde, quoi. Parce que c'est ce que j'aime, en fait. C'est ce que je raconte aussi dans les films documentaires que je fais. C'est nos failles, nos paradoxes, et plus on est dans le sombre, et plus j'aime ça. Et il n'y a pas de petite ou mauvaise ou grande fêlure. Voilà, moi j'ai vu des gens se remettre d'un inceste, puisque j'en parlais tout à l'heure, avec un principe de résilience complètement dingue, et des gens qui se sont pris une claque par leur mère tout petit, qui ne s'en sont jamais remis. Et voilà. Donc ça m'intéresse vraiment, et j'aime ça, les gens au bord du gouffre. J'aime explorer nos failles, la noirceur, ce qu'on est vraiment. Et je pense que Manhattan est cette fille-là, et elle va grandir au fil du récit, en fait, et prendre confiance en elle grâce à cette enquête. Benjamin, puisque
par rapport à Audrey, tu as un roman d'avance. On pourra demander à Audrey si Manhattan, sans dévoiler l'issue du livre, si en tout cas cet univers on pourrait lui imaginer une suite. Mais comment c'est construit, parce qu'il y a quand même une particularité sur laquelle on peut un petit peu s'attarder avec la transparence selon Irina et le silence selon Manon, c'est qu'il y a une particularité temporelle dans les deux récits et qu'il y a un troisième dont tu en parlais à venir. Comment ça s'est construit, puisque les personnages sont différents de livre en livre. Tu sais où tu vas, à peu près, j'imagine, quand même. Et le lecteur, lui, tu lui donnes des indications sur le sens de lecture. Oui, en fait, donc, Irina, comme je disais, c'est l'invention d'un système politique qui s'appelle la transparence et qui, en fait, remplace le capitalisme. Et du coup, le projet à la base, c'est de commencer avec Irina, qui raconte vraiment le fonctionnement global de ce système à travers plein de personnages qui vont se manipuler entre eux, qui vont évoluer, qui vont s'aimer dans ce nouveau système. Et ensuite, il y a un deuxième tome, donc, qui est Le silence selon Manon, qui lui se passe en 2025, donc 33 ans avant Irina, et qui raconte l'apparition du système. Et donc là, on est sur un livre qui traite beaucoup de la question du harcèlement en ligne et des dangers de l'anonymat sur Internet. Et avec des masculinistes qui harcèlent des femmes en ligne, avec des attentats contre les femmes qui basculent et qui arrivent dans la réalité, et en fait qui vont poser un peu une sorte de débat national et international sur la question d'utiliser de l'anonymat en ligne et d'avoir le droit d'être anonyme en ligne, alors qu'on n'a pas le droit d'être anonyme dans la réalité, dans un monde où les réseaux sociaux et où Internet a l'air de prendre une place aussi importante que le réel. Et donc voilà, on finit Le silence selon Manon en 2025, et puis après on est projeté 33 ans plus tard dans Irina. Et après il y a un troisième tome qui arrive, qui est un peu sur la radicalisation de ce monde-là, du monde de la transparence. Et voilà, donc c'est un projet global, et avec des personnages qu'on retrouve un peu de livre en livre, hein. C'est-à-dire que le flic dans Manon et le père de la flic dans Irina, il y a toute une histoire de famille, il y a un peu une saga familiale qui se cache derrière, hein, aussi, puisque la Manon en question a son petit-fils son gendre est un des personnages principaux d'Irina, et son petit-fils est un des personnages principaux du troisième tome, dont je réussis à ne pas dévoiler le nom. Le titre. Titre qui est encore secret. Voilà. Mince, on aurait pu réussir. J'ai failli le balancer comme ça, sans faire exprès. Donc, la lecture, à la rigueur, le lecteur s'en débrouille. En fait, c'est assez marrant. Moi, au début, j'ai voulu faire un truc un peu à la Star Wars. Donc, c'est-à-dire commencer par le milieu, faire le début et faire la fin. Ça me paraissait assez brillant et très excitant. Et en fait, quand j'ai fini Manon, je me suis dit, ah non, mais en fait, ça fonctionne beaucoup mieux dans l'ordre chronologique. Donc maintenant, je conseille plutôt de le relire, non pas dans l'ordre de sortie des livres, mais dans l'ordre chronologique de l'histoire. Ça va. Audrey, je voulais qu'on revienne sur les personnages et notamment sur l'inscription dans un genre. Tu parlais tout à l'heure de ton goût pour le polar d'anticipation. Il est raconté du point de vue d'une jeune journaliste, mais l'enquête policière existe et est incarnée par un personnage dont on ne sait pas trop quoi penser au début, puisque généralement, pas toujours, mais enfin quand même souvent dans le polar, on peut être du côté du flic, qui est un personnage charismatique, je n'irai pas jusqu'à dire toujours sympathique, mais en tout cas, on peut se placer de son côté. Il y a quelque chose de réussi, je trouve, avec lui, parce que on va pas non plus tout dire, mais il porte une sacrée ambiguïté, en tout cas, tout au long du livre, ce flic-là. Notamment par rapport au genre, qu'est-ce que ça représentait pour toi, le point de vue depuis lequel tu allais écrire, et quoi faire de ce personnage-là ? Alors, j'ai écrit ce personnage de flic après avoir bien identifié qui serait le héros ou l'héroïne. On me pose souvent la question de est-ce que c'était évident que ça serait une femme, pourquoi une femme ? En fait, je me suis même pas posé cette question-là. C'était évident que c'était une femme. Voilà, pourquoi, je ne sais pas. Une femme journaliste, bon. Et donc, j'avais envie de trouver un antagoniste homme. J'avais pas envie de faire un combat de femmes.
En tout cas, l'antagoniste, voilà, son antagoniste est un homme, donc un flic. Oui, j'adore ce personnage aussi parce qu'il est assez dingue. Voilà, il a des tocs, il fait de la gym du cul. Voilà, qui me vient d'un ami qui fait ça. Muscle, fessier de gauche, fessier droit, fessier gauche, fessier droit régulièrement dans la journée, voilà, pour se muscler ses fesses. J'ai demandé l'accord de cet ami pour savoir si je pouvais utiliser cette caractéristique. Il n'y a que moi qui sais qui fait la gym du cul. Donc voilà, Novak, ce flic, a ça et plein d'autres. Voilà, il est vraiment border. Il a eu une enfance compliquée. Et donc c'est un flic border, voilà. Mais comme le reste des personnages, j'avais envie de faire quelqu'un de borderline. Ce flic, est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on le déteste ? Moi forcément je l'aime parce que déjà parce que c'est un de mes personnages et parce que je sais ce qu'il a traversé. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime en général rencontrer les gens vraiment et comprendre au-delà des apparences quel est le côté obscur de la force. Je cherche toujours quand je rencontre des gens à comprendre quel est le côté obscur parce que je pense que c'est comme ça qu'on comprend vraiment les gens et qu'on les aime. Et donc Novak, voilà, il est vraiment un sale type a priori, mais il a des circonstances atténuantes que je vous laisse découvrir. Pour revenir justement sur la place des réseaux dont on parlait, on évoquait les possibilités d'aller contre. Vous écrivez des romans qui sont justement en totale concurrence avec ces écrans-là. Vous êtes une génération. Et est-ce qu'il y a un enjeu justement avec les plus jeunes ? Je crois que vous êtes l'un et l'autre parents. Comment vous voyez justement ces générations-là dans leur rapport à l'écran, la possibilité, la façon dont ils vont pouvoir les appréhender, dont vous allez pouvoir les éveiller. Tu as commencé à répondre là-dessus. Et la place que va avoir le livre aussi face à tout ça dans les temps à venir. Alors, l'avenir par rapport aux jeunes, je crois que vous l'aurez compris, je le vois mal. En tout cas, moi, je suis dans la merde avec mon fils, je vous le dis. Donc, c'est vraiment une question qui... je me dis, putain, mes parents avaient de la chance, quoi. Ils avaient ça en moins à gérer. Putain, nous, c'est vraiment... c'est les histoires de filles, d'école, et puis le téléphone et les réseaux, quoi. Donc, pour l'instant, je t'avoue que j'ai pas trop d'idées. Mis à part de lui enlever son téléphone le soir, de lui redire régulièrement, voilà, de parler avec lui, de lui dire encore une fois, ils sont en train de prendre ton temps de cerveau disponible, n'oublie pas. Je me dis que ça va finir par rentrer dans son crâne. On a commencé à avoir une discussion comme ça avec Benjamin l'autre soir et on a vu qu'on n'était pas d'accord. Moi, je pense que l'avenir sera à ceux qui ceux qui seront puissants, seront ceux qui auront un téléphone tout pourri, qui sauront se garder de ça. Voilà, je discutais avec un autre auteur là qui lui est dans une, qui est dans une zone blanche, qui habite pas loin et qui a pas d'internet, pas de machin. Voilà, c'est embêtant et en même temps il dit qu'il a beaucoup de temps, une grande vie intérieure. Voilà, je suis persuadée, un peu comme dans Terminator là, ce groupe là qui sont les derniers contre les robots. Je suis persuadée que ceux qui sont puissants, ce sont ceux qui réussiront à résister à ça et à inventer autre chose que quelque chose avec le téléphone portable ou Internet, une autre forme de communication, voilà, une autre forme de sociabilité. Mais je sais que Benjamin n'est pas d'accord. Trailer. Non, moi je passe mes journées à glander sur Instagram avec ma fille de 3 ans et demi. Tout va bien. On passe des bons moments ensemble, une belle relation père-fille. On est... non, moi, effectivement, je suis pas méga inquiet parce que sur les écrans, il y a vraiment la question de la fiction. C'est-à-dire que effectivement, j'ai un enfant, elle est jeune, mais je vois qu'elle adore déjà la fiction. Donc, elle adore les dessins animés, elle adore les histoires. Et pour moi, il y a toujours un moment où, quand on est fan de fiction, où le livre vient naturellement. C'est-à-dire, on peut pas adorer le cinéma, les séries, et pas avoir envie de basculer dans les livres à un moment. En tout cas, moi, en plus le truc c'est que moi j'ai commencé à lire à 21 ans quoi. C'est-à-dire qu'avant je lisais pas du tout, c'était pas mon truc, je viens d'un milieu où on lit pas
Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était la musique et le cinéma. Et en fait, il y a un moment, à 21 ans, j'étais avec des gens qui étaient passionnés de musique et de cinéma comme moi, et qui me disaient ah, sinon tu lis quoi en ce moment? Et je dis bah moi je lis pas quoi. Et là les gens me disent mais attends, t'aimes le cinéma et t'aimes la musique et tu lis pas de livres? Qu'est-ce que ça veut dire? Et effectivement, je me suis mis dedans et le truc est venu après naturellement. Et je pense que notre fille, elle sera beaucoup sur le téléphone, mais je suis beaucoup sur mon téléphone. Et en fait, être beaucoup sur mon téléphone, ça m'empêche pas de lire énormément. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais sur mon téléphone? Je parle de livres avec d'autres gens, quoi. Je découvre des livres, je lis des critiques, je parle des livres, et pas que de ça. Je fais pareil avec la musique, je fais pareil avec les films. La plupart des discussions que j'ai en ligne me paraissent intellectuellement intéressantes et complètement complémentaires à la lecture. Maintenant, le problème, c'est l'abrutissement que peuvent provoquer les réseaux. Mais encore une fois, je pense que ce truc-là, il y a un moment où ça finira par mourir de sa belle mort, parce qu'on n'a pas encore le recul dessus. Mais c'est un tel niveau de toxicité et de publicité. Vous le voyez d'ailleurs sur Instagram. Combien de gens ont lâché l'affaire avec Instagram? Parce que maintenant, vous scrollez, vous avez la moitié de pub. C'est un truc où il y a eu un moment où ça a été un peu excitant. Et on se lasse de ces trucs-là. Et comme je suis quelqu'un de très optimiste, j'ai l'impression que quand on se sera lassé, on ne gardera que le meilleur de ces outils. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des données scientifiques. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a une baisse du QI de manière mondiale, qu'il y a une baisse de l'attention, qu'il y a une augmentation des troubles, les fameux TDAH, les troubles de comment ça s'appelle ça, la trouble de la suractivité, comment c'est? Comment? Trouble de l'hyperactivité, voilà. Trouble de l'hyperactivité. Et voilà. Et quand on lit un article où on dit certains scientifiques ont réussi grâce à des jeux vidéo à faire baisser Alzheimer et tout, on est dingue parce qu'on se dit ah enfin ouf, il y a un truc bien. Mais la vérité, c'est que en majorité, voilà, le QI a baissé, que on a des problèmes de myopie énorme parce qu'on est sur nos téléphones portables. Enfin, c'est une réalité scientifique. Donc, on peut toujours se dire que attends, il faut pas en 1900 et puis quand il y avait des trains, les gens avaient peur de trains, de la vitesse, on disait qu'on n'arriverait pas à survivre. Ok, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on a des données scientifiques fiables avec des dizaines, des centaines de publications qui nous racontent ça. On a des gens qui ont des problèmes au cou. Il y a des problèmes de torsion du pouce. Enfin, c'est complètement dingue quand on y pense. Voilà. Mais nous, on continue. On voit le mur, là, et on y va parce que c'est puissant. C'est puissant. C'est là où je dis qu'on est des toxicos, je dis bien on, hein, dans lequel je suis, hein, et qu'il faut faire extrêmement attention. Il faut absolument en parler avec ses enfants. Enfin voilà, moi je suis fatiguée d'en parler avec mon fils, mais je continue. Et ça sera pareil avec ma fille de 10 ans, voilà, qui n'est pas encore là-dedans, mais qui va pas tarder, je pense. Alors, tout ça est 100% vrai. Hein. Non, mais tout ça est vrai. Après, c'est... encore une fois, les réseaux sociaux apportent plein de trucs négatifs. C'est clair, et tu viens d'en citer une grosse partie. Après, il y a plein de trucs qui ont été géniaux grâce aux réseaux sociaux ces dernières années. Il y a eu des mouvements sociaux, des mouvements politiques, des mouvements révolutionnaires, il y a eu MeToo. Les réseaux apportent plein de trucs, et c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération. Bah ouais, c'est sûr, quand je vois vous prenez un gamin de 15 ans, je prends ma nièce par exemple, c'est sûr, par exemple en termes d'orthographe, elle est pas hyper forte, quoi. Elle écrit des textos, j'avoue, même moi qui écris n'importe comment, ai tendance à avoir du mal à la comprendre. En revanche, elle est capable de monter un clip vidéo et de filmer un entretien, de faire du montage, il y a un autre langage, il y a d'autres outils, c'est une autre génération, et clairement, il y a des trucs sur lesquels ils sont hyper mauvais. Mais il y a des trucs sur lesquels j'ai l'impression d'être un papy déjà, quoi. Sur lesquels ils ont une dextérité, une facilité. Donc, je sais pas, après, le monde il change, quoi. Et encore une fois, il y a des trucs qui sont moins bien, il y a des trucs qui sont mieux. Maintenant, soit on essaye d'arrêter ce flux, soit on essaye d'être avec, et ce que je me dis toujours, c'est essayons d'expurger les mauvais côtés et de garder les bons. Et ça, effectivement, ça nécessite d'être interventionniste, de se questionner
sur notre manière dont on gère les réseaux. Il y a un moment, si les boîtes elles voient que scroller notre flux, ça nous intéresse plus, bah, c'est un truc qui disparaîtra. C'est aussi ce que je veux dire, on est face à des entreprises ultra capitalistes et opportunistes, et en fait c'est nos comportements qui sont des opportunités, quoi. Après, je pense qu'en effet, et c'est bien que Benjamin rappelle MeToo, etc. Je vais arrêter d'être catastrophiste, parce que sinon il va me taper. Évidemment, ça a fait alors, les révolutions arabes, je ne sais pas si je le citerai en exemple, parce que malheureusement, derrière, il ne s'est pas passé des choses magnifiques. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité. mais en tout cas, il y a eu quelque chose. Voilà, il y a eu quelque chose, ça s'est ouvert, et voilà. MeToo, et il y a des MeToo sur plein de choses. Voilà, MeToo inceste. Donc ça, c'est fabuleux. Ça a permis une libération de la parole et même une communication beaucoup plus courte. Moi, je vois par exemple, quand je fais un documentaire, j'ai des téléspectateurs qui me contactent directement et qui vont même dire bonjour Audrey, je sais pas où est votre film, machin. Voilà, ça n'existait pas avant. Bon, j'ai connu le fax, je sais pas, non, je crois pas. Mais il fallait limite un fax, quoi. Là, il fallait appeler la rédaction. Donc voilà, il y a un truc direct, à la fois qui apporte quelque chose de très bien. Les gens peuvent parler, se libérer en direct. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une reprise du pouvoir par le peuple au sens noble du terme. Ça, je trouve ça bien. Ça fait de très belles choses. Ça fait de moins bonnes choses. On va avoir des live tweets avec des gens qui feraient mieux de ne pas dire des choses, parce que c'est pas intéressant du tout. Donc tout le monde a un avis sur tout. Mais j'ai envie de dire qu'il y a les journalistes qui font ça aussi, donc pourquoi pas les gens qui sont pas journalistes. Mais voilà, donc en tout cas, ça a réduit le temps de communication, le rapport entre les gens. Donc ça peut donner aussi des choses formidables. Mais moi, malheureusement, je constate quand même qu'ils ne sont pas légion. Si je devais compter, faire la colonne des plus et des moins. Non, mais après, on polarise un peu le débat volontairement, hein, on fait un peu le show, hein, à être volontairement pas d'accord et à des positions extrêmes. Et voilà, mais bon, c'est. Non, mais en vrai, je pense que moi-même, dans mes bouquins, c'est l'ambivalence, elle est là aussi, quoi. C'est qu'en fait, on sait jamais si on est dans du progrès ou une régression. Et c'est ça qui est aussi passionnant à analyser, hein. On est dans un instant qui est quand même très très lunaire, de savoir si on est peut-être en train, sur une étape compliquée, avant du mieux, ou si on est au bord du gouffre et que l'humanité va complètement chuter et sombrer dans la bêtise totale. Donc je trouve que c'est un moment particulier, et moi c'est vrai qu'en tant qu'auteur, j'ai du mal à ne pas écrire là-dessus, tellement que ça me paraît passionnant et important. Je pense que, parce que je sais que l'heure tourne, le mieux c'est de vous lire pour avoir quelques éléments de réflexion, parce que justement les livres sont, enfin il y a une forme de réponse de l'un à l'autre, de source de réflexion, et avec de la fiction, ce qui est toujours aussi assez important à noter, parce que c'est des histoires qu'on prend vraiment plaisir à lire. Ouais. Nous on vous raconte tout ça, hein, mais en fait on fait du gros thriller qui tâche, hein. C'est bien sûr, il y a un petit fond intellectuel derrière, hein, mais ça reste du... Et juste pour vous dire, si vous voulez aussi, si le sujet vous intéresse et que vous voulez vous pencher sur la façon dont la littérature justement l'utilise, parce qu'il y a Audrey, il y a Benjamin, mais la revue 813 a fait un numéro sur la dystopie. C'est toi qui l'as coordonné, celui-là, hein, si je me souviens. Je veux dire, qui est la brillante personne qui a fait ce dossier. Qui a fait ça, voilà. Donc de la réalité à la dystopie, vous aurez aussi d'autres pistes de réflexion. Et puis moi, à mon niveau, j'ai interrogé Benjamin dans un magazine qui est là, et on vous a amené quelques exemplaires en cadeau, puisqu'on l'a interrogé en même temps qu'Alain Damasio, qui est un autre auteur qui a un point de vue sur la question du virtuel et des réseaux. Et là, il y a quelques numéros, vous pouvez vous servir, c'est cadeau, c'est Noël en septembre. Et donc voilà, 813, il y a une table près de la porte d'entrée si vous voulez trouver tous les numéros de la revue qui sont là. Et je voudrais terminer en vous remerciant tous les deux pour ces petites réflexions et grandes réflexions et perspectives sur l'avenir. Merci à toi. Et puis à bientôt, et merci à vous. Merci Bonne à fin vous. de dimanche.